Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Avec bien sûr pour nous accompagner Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes sur ce plateau notre expert dans votre chronique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du Forex. Le Forex, c'est le marché international des devises. Et puis il y aura la question de l'internaute. Tout à fait. Les MOOC. Le MOOC, ce sera dans la deuxième partie de l'émission, Mystère. Dans notre dossier, un modèle économique en plein boom, celui des box. On en compte des centaines qui ont poussé grâce à la fertilité d'Internet. Deux exemples très concrets chez nous en Isère avec la Masterbox et Happy Baby Box. Et puis dans notre focus, nous dégusterons une petite mousse. Là aussi, l'aventure est partie d'une commercialisation par box. La start-up a connu un beau développement. Elle compte aujourd'hui plus de 200 000 abonnés. Une véritable richesse en matière de partage d'expérience et d'analyse des datas. Mais une petite mousse, c'est aussi désormais une brasserie, une houblonnière et même un bar-restaurant. Voilà pour le sommaire. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. C'est un marché auquel chacun de nous participe quand il va à l'étranger, hors zone euro, un grand marché, sans doute le plus grand du monde, sur lequel s'échangent des devises. C'est le Forex, abréviation du Foreign Exchange. Comment fonctionne-t-il? Réponse avec Alain. D'abord, quelques caractéristiques, Alain, sur ce marché. Donc le Forex, ou marché d'échange international, c'est le plus gros marché au monde, vous le disiez Christophe. C'est un marché où s'échangent toutes les devises de tous les pays. Alors les devises dites flottantes, les devises à parité fixe, régulées par les États, ne s'échangent pas sur le Forex, mais les devises flottantes s'échangent sur le Forex et toutes, de façon permanente, 24 heures sur 24. C'est un marché de gré à gré, donc c'est un marché très décentralisé qui va fonctionner à la fois sur la confiance des intervenants, mais aussi sur des systèmes électroniques. Et c'est un marché qui brasse chaque jour plusieurs milliards de devises de toute nature, avec certaines prépondérantes, dont le dollar bien sûr. Chaque jour, plusieurs milliards. On va y revenir, bien sûr. On sait que la valeur d'une monnaie dépend de l'offre et de la demande par rapport aux autres devises. Concrètement, ça se matérialise comment sur ce marché? Alors déjà, basiquement, il y a des transactions avec des intervenants qui achètent ou qui vendent des devises, toujours contre une autre devise, puisqu'en fait, les devises s'échangent entre elles. La valeur de la devise, l'évolution du cours dépend beaucoup de la situation économique, de la confiance dans l'économie du pays, dans la stabilité juridique et politique du pays, aussi dans les mouvements de capitaux. Quand un pays attire les capitaux d'investisseurs, naturellement, ça fait monter la devise puisqu'il y a une demande de la devise en question pour investir. Des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt sont plus attractifs, plus élevés, il y a aussi un mouvement de la devise des investisseurs vers cette devise. Et puis parfois, des mouvements plus spéculatifs ou d'éléments économiques ou politiques. Le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis influe, bien sûr, sur la valeur du dollar. De la même chose sur le Brexit. Donc on a vraiment des indicateurs variés qu'essayent de réguler les banques centrales, mais pas toujours, parce que le marché est tellement profond que même les grandes banques centrales n'arrivent pas à réguler ce marché. Donc les valeurs des devises changent sans arrêt sur ce Forex. Tout à fait, de façon permanente. Est-ce qu'il y a des moyens, des instruments pour essayer de se prémunir des plus importantes fluctuations? Alors, les transactions se font au comptant, en échange comptant, mais le sujet, notamment pour les industriels, importateurs ou exportateurs, c'est d'arriver à prévoir le prix de la devise dans un futur proche ou lointain. Donc il y a des instruments de couverture sur les marchés à terme de devises qui permettent, par exemple, à un industriel qui va acheter du pétrole, de se couvrir à 2, 3, 6 mois, 1 an sur le prix de ce pétrole en achetant à terme du dollar, par exemple, pour être certain de la valeur du cours d'échange contre l'euro qui leur augmente la transaction du physique du pétrole qu'il aura acheté. Oui, c'est l'importante notion de ces opérations à terme, notamment pour les entreprises qui évoluent sur le marché international. C'est essentiel pour elles. Essentiel. Pour garantir des marchés, pour couvrir des infrastructures,
pour s'assurer de sa compétitivité, pour bénéficier d'opportunités de valorisation du marché. Donc c'est un marché qui est aussi très actif, mais qui est étroitement lié au marché comptant, dit-spot, des devises. Bon, la Banque des règlements internationaux, vous l'évoquiez, hein, qui est considérée comme la banque centrale des banques centrales, mène une enquête régulièrement tous les 3 ans. En 3 ans, le marché mondial des monnaies a bondi de 30% pour atteindre le record de 6 600 milliards d'échanges par jour. Par jour. Sur ce marché presque de Forex. 7 000 milliards d'échanges par jour. Bon, c'est tout à fait considérable, hein, c'est le développement des activités internationales. C'est aussi un marqueur de l'émergence de nouvelles devises, notamment de pays d'Asie du Sud-Est, hein, qui développent leur activité commerciale, leur activité d'échange, et qui deviennent des devises qui sont traitées sur les marchés internationaux. Bien sûr, il y a le dollar, il y a l'euro, il y a le yen, la livre sterling, le franc suisse dans l'ordre, mais d'autres devises commencent à apparaître et donc nourrissent ce volume d'échange. La paire de devises la plus traitée, c'est quand même le dollar contre l'euro, qui sont les 2 devises dominantes dans le monde aujourd'hui. Le dollar américain est la devise la plus échangée, évidemment. Plus échangée, c'est par rapport 80... à l'euro. Parce que c'est toujours des paires de devises, hein, puisqu'on échange une devise contre l'autre. Le dollar, c'est plus de 85%. L'euro, c'est un peu plus de 30%. Et les transactions qui joignent l'euro et le dollar, c'est environ un quart des transactions mondiales. Alors, l'électronisation, dont on parle beaucoup ici, a évidemment révolutionné ce marché. Quel est l'impact sur ce Forex? Alors, un tout petit peu d'histoire. Hein. Il y a une quinzaine d'années, 20 ans, ce marché était uniquement un marché téléphonique, hein, entre cambistes, traders. Et puis, petit à petit, avec les technologies, le marché s'est électronisé avec des opérations automatiques ou des opérations qui sont accessibles à partir de terminaux. Donc bien évidemment, ça a vulgarisé, diffusé ces opérations. On peut avoir des systèmes de traitement dans les entreprises, en connexion avec les banques ou des courtiers. Il y a aussi du trading haute fréquence qui s'est développé, à savoir des systèmes... Du trading haute fréquence. Des systèmes automatiques qui remplacent l'homme et qui font mieux et qui font plus vite. Et qui ne vont pas chercher forcément des mouvements importants de devises, mais qui vont chercher des micro-écarts entre différentes places, entre le dollar qui va se traiter à Tokyo puis celui qui va se traiter à Londres. Ils font des paris, du coup, sur les échanges. Et en fait, des arbitrages dans l'immédiateté, et c'est le volume qui fait la marge ou la perte, parce que ça arrive aussi, qui peut se dégager. Donc le trading haute fréquence s'est beaucoup développé, ce qui explique en partie ces 7 000 milliards de dollars par jour. 7 000 milliards de dollars par jour. Merci Alain. C'est ce Forex, ce Foreign Exchange qui a un peu moins de mystère pour nous aujourd'hui. L'INRED, en orbite, l'entreprise née de la fusion entre Sofradir et Ulysse, est spécialisée dans la mise au point et la production de détecteurs à infrarouge. L'un de ces produits a d'ailleurs été sélectionné par le Centre national d'études spatiales pour équiper une mission prévue en 2025. C'est à Veurey, dans des salles blanches ultra contrôlées, que les solutions sont conçues. Reportage de Lina Badreddine. On va voir en fait sur l'image passer des voitures et on verra en fait que les voitures sont plus chaudes que la route et on verra le contraste en fait. On voit le toit des chalets qui sont vraiment blancs. C'est là où en fait le soleil vient chauffer les tuiles et donc ça ressort beaucoup plus fort. On dirait presque une image en noir et blanc, mais c'est en fait une image infrarouge. Le contenu de cette vidéo repose sur des contrastes thermiques entre les différences de température émises par les corps. C'est ainsi que l'on peut voir la nuit, alors même que la lumière du jour n'éclaire plus la scène. Cette caméra, par exemple, a une portée de 20 km. C'est qu'avec ma main, je chauffe la table et après j'enlève ma main et en fait on continue à voir la trace thermique de... Quand il expire, en fait, l'air est plus chaud et donc du coup, on voit quand il expire. La conception des détecteurs infrarouges s'effectue en salle blanche dans des conditions très strictes. Étape par étape, c'est un travail très minutieux. En permanence, vous avez un flux d'air du plafond vers un faux plancher. En fait, le personnel marche sur un faux plancher, on récupère, on repompe et on recycle cet air. Tout ça est régulé à 21 degrés plus ou moins 0,5 et une humidité de 50%. Les particules qui sont dans l'air, avec lesquelles nous on vit très bien, sont tueuses pour notre technologie. Donc dès que les circuits, et là vous avez un exemple en cours là, sur ce microscope, dès que le circuit est exposé à l'environnement, en fait c'est tueur.
c'est tueur. Issue de la fusion entre Sofradir et Ulysse, l'entreprise Linered dédie la plus grosse part de ses ventes à la défense, en équipant par exemple les jumelles des soldats ou les véhicules militaires. Dans l'aérospatial, les équipements munis d'infrarouge peuvent permettre d'observer l'environnement en mesurant le taux de CO2 ou la température des sols. Linered compte aussi des marchés industriels et grand public. Alors, ça peut être des applications de vision nocturne pour la conduite automobile de nuit. Ça peut être les équipements des pompiers, parfois intégrés dans les casques pour détecter les corps dans la fumée. Et ça peut être aussi des applications de diagnostic énergétique pour vérifier s'il y a des ponts thermiques, des déperditions énergétiques dans les bâtiments. Avec un chiffre d'affaires en 2018 de 225 millions d'euros, cette entreprise française est la première en Europe à avoir envoyé des technologies infrarouges dans l'espace. Et le détecteur infrarouge SWIR de l'INRED équipera donc un satellite qui partira en 2025 pour étudier les échanges de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ainsi mieux comprendre le dérèglement climatique. L'INRED et ses solutions infrarouges sont sélectionnées par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il est remis en mars de chaque année lors du forum du même nom au World Trade Center. Le modèle économique des box connaît toujours un vrai succès populaire. Cette année encore, elles tiendront une bonne place au top 10 des cadeaux de fin d'année. Ce système de vente n'est pas nouveau, mais il a profité de la révolution numérique pour exploser, chamboulant complètement le fameux parcours client. Pour découvrir des variétés de thé ou de fromage, pour tester des cosmétiques ou des produits bio, pour recevoir des bougies parfumées, des friandises pour les chats, des fleurs ou de la lingerie. Les box sont légion. Alors comment faire sa place sur un tel marché? On en parle avec deux invités, Aude et Landaloussi. Bonjour. Bonjour. Votre box, c'est Happy Baby Box. Et Vincent Neigeon, qui est lui le fondateur de la Masterbox. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, Aude. Le marché du bébé est colossal, des cadeaux aux vêtements, en passant par les jouets, les activités et j'en passe. Et c'est là-dessus que vous avez décidé de créer ce modèle économique de la box. Comment c'est arrivé l'idée? Alors en 2014, j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir instructrice en massage pour bébé. Et c'est au cours de ma pratique que je me suis rendu compte que d'un côté, quand on avait un cadeau de naissance à faire, on avait très peu de choix pour avoir un cadeau vraiment original, surtout quand c'est le deuxième ou le troisième enfant et que les parents n'ont pas forcément fait de liste de naissance puisqu'ils avaient déjà tout le matériel nécessaire. Et d'un autre côté, voilà, les parents, eux, reçoivent des doudous en 10 exemplaires, des vêtements qui ne leur plaisent pas forcément. Et parallèlement, donc, vous avez eu un bébé aussi, alors ça a peut-être été aussi un autre déclencheur. Alors j'ai eu mon bébé en même temps que j'ai créé Happy Baby Box, effectivement. Ouais. Donc parce qu'effectivement, alors vous allez nous expliquer le principe de la box, mais c'est idéal pour un cadeau de naissance. Oui, alors nous, on a pris le parti d'offrir des activités à faire avec son bébé. Donc on a des ateliers de massage pour bébé, de yoga parents-bébé, d'éveil musical, etc. Donc des activités pour partager des instants en famille dès les premiers mois de l'enfant. Donc c'est un catalogue d'activités, alors que vous êtes allé sélectionner d'abord sur le plan local, dans la ville où vous étiez installé, c'est-à-dire la région grenobloise. Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé à Grenoble en cherchant une trentaine de partenaires qui réalisaient ces activités. Et ensuite, on s'est développé sur plusieurs villes et maintenant au niveau national. Déjà sur plusieurs villes. Alors, vous me disiez création en 2017. Oui. Donc vous êtes déjà présente sur plusieurs villes? Oui, on est sur Grenoble, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes. Et on a une box Savoie-Haute-Savoie. On a rassemblé les deux départements. Alors, au départ, l'objectif, c'était de proposer des activités avec les bébés 100% professionnels et 100% locales. C'est encore le cas ? Oui, tout à fait. Après, on a pris le parti maintenant de proposer une box nationale puisqu'on a eu des demandes et des partenaires qui n'étaient pas dans les agglomérations qu'on avait ciblées et des clients qui étaient en dehors des grandes villes où on avait préalablement ciblé les éditions de box. Donc voilà, pour contenter tout le monde, on s'est dit on va faire une édition nationale. Alors, expliquez-moi un peu le prix, les types de box que vous proposez. On a 4 modèles de box qui vont de 59 à 129 euros. Et on a des modèles avec un petit anneau de dentition qui est en silicone alimentaire pour les personnes qui souhaiteraient offrir un petit cadeau matériel en plus au bébé. Happy Baby Box, voilà donc le nom de cette initiative locale, grenobloise, mais qui du coup rayonne maintenant sur l'ensemble de la France. C'est ça.
Vincent Neigeon, la Masterbox, vous avez créé cette entreprise en 2018, installée sur le tarmac depuis quelques mois, à Innovallée. Bon, au départ, et ça explique le titre de la Masterbox, c'était une box des box. Et puis, l'idée a évolué. Tout à fait. Écoutez, en fait, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder un petit peu le terroir qu'on a en France en termes d'artisanat, de petits créateurs, de petits producteurs. Donc tous ces gens qui font tous les jours des produits d'exception en fait et qui ont souvent du mal à se faire connaître, ils ont du mal à communiquer, ils ont ni budget ni moyens pour le faire. Et puis d'autant plus qu'ils doivent se concentrer sur leur activité principale, c'est-à-dire produire leurs bons produits. Et donc tous ces gens cherchent un débouché. Et en parallèle de ça, on a des consommateurs qui aujourd'hui cherchent à consommer local, à consommer français, à justement aller chercher tous ces petits produits artisanaux, mais qu'ils ont du mal à trouver. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rassemblés, tous ces petits artisans français, dans des coffrets cadeaux, en fait. Alors, c'est des coffrets qui sont thématiques, thématisés. Exactement. Alors, par exemple, ça ressemble à ça. Donc là, c'est le 100% coffret bio, avec uniquement des fournisseurs bio dedans. Mais on en a aussi des coffrets à partager, donc plutôt pour couple. Des coffrets naissance et jeunes parents, des coffrets aussi pour elle et pour lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande richesse de produits en fait, que vous allez pouvoir choisir dans ces coffrets cadeaux. Donc ça ne se limite pas à de l'alimentaire ou à des activités. Ça va bien au-delà, puisqu'on va pouvoir trouver par exemple des cosmétiques naturels, des bijoux de créateurs, alors bien sûr du vin, de la bière, des chocolats artisanaux, des produits du terroir, et aussi des choses un petit peu plus originales comme des kits de massage à base d'huile essentielle par exemple. Donc en fait, quand vous offrez ce coffret cadeau, vous êtes vraiment sûr de faire plaisir parce que la personne trouvera son bonheur. Voilà, dans un coffret, il y a quoi ? Il y a une vingtaine ou une trentaine de... Alors aujourd'hui, on travaille avec quasiment 100 artisans, une centaine d'artisans avec qui on travaille. Et puis ça dépend des coffrets. Donc par exemple, le coffret bio, étant donné qu'il est un petit peu plus restrictif, il a 20 fournisseurs dedans. Et le coffret à partager va en avoir 70 au choix, par exemple. 70 coffrets... Artisanaux et locaux. Comment vous sélectionnez du coup les artisans locaux ? Alors tout à fait, on a un process de sélection. Donc du fait que les produits sont envoyés à domicile, on va demander à tous nos artisans de nous envoyer un coffret de test de leurs produits, où on va tester à la fois bien sûr le packaging. Donc on va tester que le coffret est bien résistant, que le packaging est aussi sympa à recevoir en cadeau, écologique également, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. On va tester bien sûr la qualité des produits qui sont dans les coffrets et également l'histoire qui est racontée, puisque au-delà des produits, on va demander à chaque artisan avec qui on travaille de mettre une petite brochure ou un petit flyer qui explique son histoire, comment sont faits les produits. On vend vraiment, nous, l'histoire des artisans au-delà des produits. C'est vraiment très important. Alors, je comprends bien l'intérêt pour les artisans, pour vos partenaires, puisque finalement, ça devient des partenaires, d'être présents sur vos box. Quel est le modèle économique Aude, par exemple ? Alors que je crois qu'il y a une commission qui est reversée à votre entreprise, mais les artisans sont rémunérés directement. Oui, c'est ça. En fait, sur chaque box qui est utilisée chez un de nos partenaires, on retient une commission. Voilà. Commission qui est quoi, de 20-30%, c'est ça à peu près ? C'est ça, oui, tout à fait. Le modèle économique de ces box, comment vous expliquez le succès ? Je disais, il y en a des centaines et des centaines maintenant partout en France. D'abord, comment on fait la différence, Aude ? Alors, nous, on s'est positionné sur un secteur très précis, puisqu'on est vraiment sur le cadeau de naissance avec des activités pour les 0-18 mois. Et aussi, on s'est positionné sur des activités de qualité. Donc, tous nos partenaires sont aussi sélectionnés, triés sur le volet. Ils sont tous diplômés, ils sont tous assurés. Donc, hyper spécialisation de la cible. J'entends l'argument. Vincent ? Alors nous, ce qui est très important, c'est qu'au-delà de la box, c'est vraiment la démarche qui est importante dans notre modèle. Notre démarche de soutenir cet écosystème d'artisans, de faire rayonner en fait l'artisanat français. Après que ça se matérialise sous forme de coffret cadeau, de chèque cadeau, par exemple, on travaille beaucoup avec des comités d'entreprise. On travaille avec des très beaux comités d'entreprise qui préfèrent plutôt le format chèque cadeau. Donc dans ce cadre-là, on leur offre un chèque cadeau. C'est vrai que pour le grand public, le format box est assez sympathique parce que c'est quelque chose de connu. En plus, ça fait vraiment un cadeau clé en main avec le petit livret, quelque chose qui est bien designé, etc. Donc après, pour nous, la box, c'est pas une fin en soi. En fait, c'est juste un moyen en fait de présenter les produits des artisans.
Maintenant, comment on se différencie dans ce marché des box? Alors déjà, nous, on a une durée de validité qui est infinie sur nos coffrets cadeaux. Voilà, il n'y a pas de date limite de consommation. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde a déjà rencontré un jour dans sa vie, le coffret qu'on laisse au fond du tiroir. On ne citera pas de nom. Et puis finalement, quand on le ressort, la durée, elle est épuisée. Et chez nous, c'est pas possible, ça. Nous, notre mission, c'est de redistribuer la valeur aux artisans avec qui on travaille et pas de capter cette valeur-là. Donc dans ce cadre-là, on a une durée de validité qui est infinie. Et puis après, on va se distinguer sur des canaux de distribution. On va être distribué, nous, à la fois pour du grand public. D'ailleurs, ça fait un cadeau génial pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. J'en profite pour le petit message subliminal. Et du coup, et on va travailler avec des comités d'entreprise et puis de la grande distribution aussi dès l'année prochaine. Le défi pour ce genre de modèle économique, c'est aussi de fidéliser, de faire revenir vos consommateurs. Tout à fait. Comment vous faites, Aude? Ça se fait assez naturellement, puisque quand une femme est enceinte, généralement, elle est dans la tranche d'âge où ses amies sont également enceintes en même temps. Donc, quand elle est contente de recevoir Happy Box, bien souvent, elle l'offre à son tour à ses amis. Et ça fait un peu un effet boule de neige comme ça. Vincent? Alors nous, on constate, aujourd'hui, on a plus de 10% de réachats, donc des gens qui réachètent, alors que pourtant, on est quand même assez récent. Et c'est vrai que ça vient du fait qu'on a la personne qui a trouvé la bonne idée cadeau, en fait. Donc, elle a trouvé notre idée cadeau. Elle trouve le concept top et du coup, elle va offrir ça à chaque fois qu'il y a une occasion de faire plaisir à la personne qui est de son choix, quoi. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont reçu nos coffrets en cadeau, qui vont les réoffrir derrière. Donc d'une part, ça valide notre expérience client, comme quoi nos clients sont satisfaits de nos produits, et d'autre part, ça nous permet de créer un petit effet réseau en fait, qui va accélérer aussi notre distribution, parce que effectivement, une fois de plus, la personne a reçu le cadeau, trouve ça sympa, trouve la démarche très intéressante, et va pouvoir derrière l'offrir à d'autres personnes. Elle a un modèle économique qui n'est pas nouveau, c'est bien l'outil Internet qui décuple. Qui permet de mettre en rapport effectivement des producteurs, des artisans et puis des consommateurs, que ce soit eux-mêmes directement ou faire à des amis ou à des proches. Ce qui est intéressant dans la modalité de donner et de recevoir, c'est qu'à la fois le box personnalise le cadeau. C'est un vrai choix, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un bon d'achat chez une enseigne nationale. Et en même temps, la personne qui reçoit, tout en prenant acte de cette personnalisation, a le choix. Donc ça permet de résoudre le dilemme entre je personnalise et j'évite l'erreur. Oui, on personnalise le cadeau tout en laissant le choix à celui qui le reçoit. Et la box, c'est ce pivot. En fait, la box, c'est un pivot entre le fournisseur, l'artisan, le commerçant et puis le consommateur, mais c'est aussi un pivot dans le choix. C'est en ça que le modèle est intéressant. Et puis c'est l'assurance pour celui qui offre de ne pas se tromper, du coup. Tout à fait. Et en même temps, celui qui reçoit, de se dire on a pensé à mes goûts. Bien sûr. On a pensé à mes goûts, à mes situations de vie, comme le cas quand on a un jeune bébé. Le financement de l'entreprise, en deux mots, comment vous vous y êtes pris? Il y a eu des levées de fonds, vous avez fait du financement participatif. Comment ça s'est passé, Vincent? Alors, moi déjà, j'ai commencé, moi à titre personnel, à investir dans l'entreprise. Après, je suis lauréat de Réseau Entreprendre, qui a aussi été vraiment excellent, à la fois dans l'accompagnement et je dirais dans le financement de l'entreprise. Il y a eu une levée de fonds, plus de 200 000 euros, je crois. Tout à fait. Du coup, donc, suite à cette entrée chez Réseau Entreprendre, en fait, on a lancé une campagne de crowdfunding en equity. Donc c'est très intéressant parce que là on a à la fois des artisans partenaires qui ont participé à la levée de fonds, donc qui détiennent aujourd'hui des actions de l'entreprise, des artisans qui m'ont vu arriver il y a 1 an et demi avec mes petits coffrets, peut-être qu'au début ils n'y croyaient pas, et puis vu toutes les ventes qu'on leur a envoyées, toutes les commandes, finalement ils investissent dans l'entreprise. On a des clients, des fidèles clients qui sont passionnés par le produit, qui ont investi aussi, et des distributeurs. Donc à la fois des comités d'entreprise et puis des gens qui avaient distribué nos produits, qui ont investi aussi dans l'entreprise. Combien de box vendus là, chaque mois? Alors là, aujourd'hui, en ce moment, en Noël, on explose. On est à plus de 150 coffrets par jour qu'on vend sur notre site internet. Et puis là, on est à plus de 18 000 commandes en fait, envoyées à tous nos artisans partenaires. Donc notre objectif, c'est 20 000 d'ici la fin d'année. Et on compte bien le tenir puisqu'on est bien parti pour. La masterbox.com. Aude, combien de coffrets? On est un peu plus petit, nous. C'est plutôt 50 par mois. Ouais. Bon. Et c'est donc la Happy Baby Box.
lecoq.fr. Merci beaucoup à l'un et l'autre d'avoir été nos invités. Merci d'être venus nous parler de Happy Baby Box et donc de cette Master Box. On aurait pu aussi évoquer la Vercors Box de Vercors Touch qui propose des produits du Vercors et de montagne. Et puis on va aussi parler dans un instant d'une autre très belle aventure partie d'une box, une petite mousse. En quelques années, la start-up grenobloise a bien grandi avec plus de 200 000 membres et une politique de diversification qui l'a amené à ouvrir son propre bar après avoir planté sa propre houblonnière, découverte dans un instant. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, une petite mousse. C'était au départ un concept de box pour vendre des bières par abonnement. 6 ans après, le vendeur est aussi devenu un brasseur, un cultivateur de houblon et même un barman. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute dans Classe Affaires. Vous en avez l'habitude. Vous pouvez envoyer vos questions à notre expert qui y répond. Alain, cette semaine, c'est Léa qui veut savoir ce qu'est le MOOC, M-O-O-C. Qu'est-ce qu'un MOOC? Alors, c'est pas un petit MOOC. Qu'est-ce qu'un MOOC? Donc, c'est un Massive Open Online Courses. Donc, c'est un enseignement en ligne, donc sur Internet, ouvert au plus grand nombre. Donc, c'est un processus qui s'est déployé dans les années 2008-2010, au moment de l'économie de partage. C'est des enseignements qui sont d'un niveau assez élevé et assez sophistiqué, qui s'étalent sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, et qui présentent cette particularité d'être validé. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un MOOC, on a une attestation comme quoi on a suivi effectivement ce processus d'apprentissage. Il a été déployé donc 2008-2010 par 2 chercheurs enseignants canadiens, qui ont commencé à le déployer dans les universités canadiennes et américaines, notamment au MIT. Aujourd'hui, on a en moyenne annuelle 20 millions de personnes qui suivent des MOOC. Voilà. Et depuis que ça a été lancé, environ 100 millions. Donc c'est vraiment un processus d'enseignement différent, très autonome, mais en même temps avec des étapes très structurées qui s'appuient sur des outils, des vidéos, des quiz, des mises en situation. Le MOOC aujourd'hui, le MOOC jusqu'à présent, c'était beaucoup de l'enseignement dans un parcours de formation. Il commence un peu à se transformer pour s'adapter à la formation professionnelle, à la formation continue. Donc maintenant, les entreprises, sur des formats plus réduits, développent aussi des MOOC ou commandent à des spécialistes des MOOC pour accompagner les compétences de leurs collaborateurs. Le modèle continue à se développer. On commence à voir apparaître des MOOC freemium. Donc il y avait une partie qui est totalement accessible, gratuite, puis une partie qui est payante pour compléter le cursus. Et on est vraiment sur un nouveau mode d'apprentissage qui crée des communautés également et qui permet finalement à chacun de trouver le bon rythme pour acquérir de nouvelles compétences. Donc voilà ce qu'est un MOOC. Merci beaucoup, effectivement. Une nouvelle notion dans notre dictionnaire. Si vous avez besoin de précision sur une notion économique, sur un mécanisme financier ou de formation, eh bien, écrivez à Alain, classeaffaires@telegrenoble.net. C'est son adresse. Une petite mousse qui a le goût du succès. La start-up créée par 2 amis passionnés de bière a réalisé un beau parcours depuis 2013. La commercialisation de box par abonnement s'est enrichie d'autres activités, illustrant le slogan « De la fourche à la pinte au comptoir ». Mais la grande force d'une petite mousse repose avant tout sur une communauté riche de plus de 200 000 membres. Avec nous pour en parler, Jonathan Bonzi. Bonjour. Bonjour. Cofondateur de cette petite mousse. Start-up créée en 2013. Je ne sais pas si on parle encore de start-up parce que le développement a été conséquent depuis 6 ans grâce à une diversification assez étonnante. Oui, on a commencé, on va dire qu'on est devenu maintenant une belle PME, mais ce n'est pas mauvais non plus de se présenter comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a commencé, en effet, en accélérant sur Internet et en rajoutant après tous les éléments qui sont liés à la bière, comme la brasserie, le houblon et aussi la distribution en direct. Aujourd'hui, c'est quoi, une trentaine de personnes? Exactement, c'est ça, réparti sur 4 grandes activités. L'essentiel est bien sûr le rayonnement national sur la partie bière et le fait de pouvoir sélectionner parmi les 1800 brasseries qui existent en France les bières pour faire découvrir. Aujourd'hui, en 6 ans, c'est arrivé à la fois faire rentrer dans la communauté ceux qui n'y connaissent rien en bière,
Donc leur faire découvrir autour d'un parcours sur 3 mois les bières qui peuvent exister, les goûts, et aussi satisfaire ceux qui sont déjà experts en bière. Oui, parce que l'activité de base, c'est quand même de sélectionner des bières et de les faire découvrir à vos abonnés. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à rassembler de l'information sur les goûts des gens. Donc c'est de comprendre ce qu'ils peuvent apprécier. Et à partir du moment où on arrive à mieux comprendre ce qu'ils apprécient ou dans quelle géographie ils peuvent apprécier, on essaye d'appliquer ça, soit pour aider les brasseries à distribuer mieux leur bière, en disant finalement la bière que tu produis ne convient pas à ce marché-là, mais convient davantage à ce marché ou à ces consommateurs-là. Et c'est aussi un test qu'on a réussi à valider en montant notre propre brasserie et en l'amenant à être rapidement médaillé. Et aujourd'hui, en 2 ans, à avoir 16 médailles dans des concours européens. Alors, on en revient à l'activité de départ, donc cette vente par abonnement. Évidemment, plusieurs formules sont possibles. Là, pour Noël, il y a la box, le calendrier de l'Avent des bières. Il y a le calendrier de l'Avent, il y a la box de bière avec le kit sous le sapin. Vous offrez une bière, un verre sous le sapin à Noël et l'abonnement commence en janvier pour n'aller que de mieux en mieux. Ouais, il y a maintenant un nombre de box innombrable. Vous avez décliné le concept. Exact, c'est ça. Là, après, on s'appuie sur ce qu'on sait faire et sur les données qu'on a pour se dire finalement on arrive à mieux le faire. Et c'est aussi parce que derrière la box, il y a toute une logistique. Le fait de correctement pouvoir envoyer aux gens rapidement un produit qui est quand même parti pour être fragile. Donc que ce soit de la bière, il faut quand même qu'elle arrive à résister à des chutes de 1,50 m. Ou que ce soit aujourd'hui le fromage qui doit arriver à être frais quand il arrive chez vous. Oui, parce qu'une petite mousse, maintenant, c'est aussi du fromage. Alors, une petite mousse a décidé, je le disais, de développer ses activités en intégrant toutes les étapes de la filière. Vous êtes devenu, vous le disiez aussi, brasseur, primé en plus, inventeur de nouvelles recettes, et même cultivateur de houblon. La première houblonnière bio de toute la région a vu le jour grâce à vous, sous votre houlette, à Volnavé. Reportage. Il faudra attendre plusieurs mois pour qu'il pousse le long de ses lianes. Sur les hauteurs de Saint-Martin-du-Riage, une culture un peu particulière, du houblon. Le projet a été lancé par la start-up grenobloise Une Petite Mousse. 6 variétés ont été plantées sur 7000 m² de terrain. Une houblonnière expérimentale 100% bio, la première en Isère, avec un objectif, créer un circuit court pour fournir les microbrasseries locales et produire ses propres bières. On fait face à un déficit de houblon en France. De plus en plus de brasseries artisanales émergent toutes les 2 semaines en province. C'est une nouvelle brasserie artisanale qui se crée. Et malheureusement, une grande partie du houblon en France est produit en Alsace. Il y a un monopole sur les brasseries industrielles et les brasseurs artisanaux ont de plus en plus de mal à s'approvisionner en houblon. Ils sont obligés d'acheter du houblon, de faire venir du houblon des États-Unis, d'Allemagne, alors que c'est malheureux puisqu'en France, on est un territoire qui peut très bien produire du houblon. Le houblon est une plante vivace qui a besoin de beaucoup d'eau, de 8 à 10 heures de soleil par jour et d'une terre pas trop argileuse. À Saint-Martin-du-Riage, le montage de la structure a nécessité un investissement de 30 000 €. Les 2200 plants de la houblonnière auront besoin de 4 ans pour atteindre leur plein potentiel. La première année, donc, on plante le rhizome et on fait en sorte qu'il se maintienne et qu'il s'installe. Au départ, sur un climat assez sec, il faut vraiment beaucoup d'irrigation. La première année, quand on est houblonnier, on récolte, on ne le prévoit pas dans le business plan. Là, je vais avoir une quarantaine de cônes à tout casser sur cette plante, par exemple. On testera un brassin, on pourra faire des petites expérimentations à notre brasserie, mais on ne pourra pas revendre notre récolte. Une fois les plants bien enracinés, Joseph espère récolter un peu plus d'1 tonne de houblon, de quoi brasser l'équivalent de 300 000 litres de bière. Alors, les cônes dont il est question ici, c'est les fleurs de houblon, soyons clairs. L'objectif, c'est de tester des nouvelles variétés, de voir celles qui sont le plus adaptées. Il y a plusieurs parties. Le vrai enjeu au départ, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, on parle tous de brasserie artisanale, d'une dimension terroir, et pour autant, le seul ingrédient qui est réellement là, c'est l'eau, et puis tout le reste vient d'ailleurs. Donc c'était de pouvoir réintroduire localement ces cultures, même si ça reste quelque chose de très compliqué et qui demande de l'énergie. Alors dans vos activités, vous le disiez, il y a cette activité de brasseur. Quelle est la capacité de production que vous avez réussi à acquérir ? Aujourd'hui, on est sur une petite production, on est dans la
taille moyenne des brasseries artisanales françaises, c'est-à-dire à 500-540 hectolitres à l'année. C'est petit face à d'autres brasseurs, même s'ils sont encore artisanaux, qui sont plutôt à 5000 ou 10 000 hectos quand vous êtes dans encore des brasseurs de la région. Mais voilà, comme sur chaque activité, ce qu'on a réussi à faire, c'est surtout à trouver les bonnes personnes pour brasser, pour cultiver ou pour développer l'activité bar. Parce que c'est pas moi qui brasse, mais j'ai réussi à m'entourer des bonnes personnes qui ont su bien utiliser ce matériel-là et surtout bien utiliser les retours de la communauté. L'idée, c'est d'inventer de nouvelles recettes ? L'idée à la base, c'est surtout de vraiment correspondre au goût des gens. Donc c'est de ne pas imposer un goût ou un style parce qu'il est à la mode, mais de bien davantage leur dire, je veux faire une bière pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle apprécie? Et donc, voilà la bière, je vais lui proposer. Et on en vient à une richesse inestimable d'une petite mousse, c'est cette communauté de 200 000 membres. C'est un véritable laboratoire des goûts, finalement, où vous êtes les mieux placés pour recueillir les envies et puis de vos abonnés et l'évolution de leur goût. C'est ça. C'est à la fois des gens qui nous remontent de l'information pour savoir ce qu'ils apprécient, comment ils l'apprécient. C'est aussi des gens qui viennent faire écho à notre communication. L'idée, c'est de pouvoir dire, voilà, on est aujourd'hui sur un marché qui se concentre aussi, avec des acteurs industriels qui commencent à prendre des participations dans l'activité artisanale, et que si on veut arriver à rester encore indépendant, il faut avoir le soutien du public, puisque c'est lui qui décide, et c'est une vraie force. Par exemple, la communauté vous a dit, les bières fumées, je crois, ça existait, les bières fumées, c'est pas ce qu'on préfère. Ouais, c'est ça. C'est un test à chaque fois. C'est un exemple concret mais c'est exactement ça. De ce qui remonte. Ouais. Parce que finalement, ces data, ces données qui vous remontent des abonnés sont précieuses. Oui. C'est essentiel pour savoir quelle composition on va faire ou quand on a fait un parcours de dégustation, est-ce qu'il correspond vraiment à ce que les gens apprécient? Est-ce qu'ils ont vraiment pu évoluer et devenir des experts en bière? Ou est-ce qu'il faut corriger certains éléments pour qu'ils le deviennent de manière bien meilleure? Alors vous êtes au départ, on le disait, vendeur de box découvertes par abonnement, brasseur, on vient de l'évoquer, cultivateur de houblon, et puis depuis quelques mois aussi, patron d'un bar-restaurant ici à Grenoble, dans le quartier Bouchaillé-Vialet. La chaîne est ainsi complète, de la fourche à la pinte au comptoir. Reportage. De la fourche à la pinte au comptoir, l'entreprise Une Petite Mousse a ouvert en avril dernier son premier établissement grenoblois dans le quartier Bouchaillé-Vialet. Un bar-restaurant, un temple de la bière artisanale et locale, avec plus d'une trentaine de bières à déguster, dont 7 bec-pression fait maison. Une Petite Mousse, l'entreprise mère, à savoir l'envoi de box mensualisés, ça a commencé en 2013, donc avec le fondateur Jonathan Bonzi. Donc après, en 2017, s'est ouverte la brasserie Une Petite Mousse à Échirolles, sur la zone de Comboire. Ensuite, on a décidé d'être indépendant en termes de ressources, en fait, de matières premières, d'où la houblonnière bio qui a pris naissance en 2017 également sur Saint-Martin-du-Riage et Volnay-Velbas. Et en 2019, le comptoir Une Petite Mousse, donc le bar Une Petite Mousse ici. L'entreprise Une Petite Mousse emploie 30 personnes, dont 10 ici. Aux commandes Léo et Danil, ils concoctent une carte aux couleurs locales avec des producteurs régionaux. On utilise la bière comme un prétexte, à la fois pour rassembler, nous, toutes les valeurs qui nous caractérisent chez Une Petite Mousse, c'est-à-dire on fait du local, on prend des produits locaux et on valorise finalement notre région, Grenoble et ses alentours. On a fait le choix également dans la même continuité, de travailler des vins qu'on appelle des vins sains, qui sont des vins qui n'ont aucun ajout de sulfite et qui sont cultivés de manière bien plus nature que même certains vins en biodynamie. Concours de brasseurs amateurs, beer pairing, blend test, jam session, concert. Le bar Une Petite Mousse veut encourager la scène locale et propose également des animations toute la semaine. Bon, Jonathan, ça c'est une nouvelle étape, l'étape 2019. Exactement. C'était indispensable pour compléter la gamme. Oui, il y avait 2 enjeux. Le premier, c'était qu'on est attaché au territoire grenoblois et que finalement, 25% de nos abonnés sont parisiens, seulement 3% sont grenoblois. Et du coup, personne pensait qu'Une Petite Mousse était de Grenoble. Donc ça permettait de donner aussi une notoriété et de pouvoir diffuser notre connaissance sur la bière au niveau du territoire. Et l'autre partie, c'était de pouvoir avoir un retour bien plus rapide, puisque
quand on envoie un colis à une personne, même si elle le reçoit très vite, finalement, elle peut le déguster bien plus lentement, donc de 1 semaine à des fois 6 mois. On a des gens qui terminent le calendrier de l'Avent en août, donc vous voyez. Et donc, ils sont pas très curieux, ça. Ils sont assidus sur les 7 premiers jours, un peu moins sur les suivants. Mais on ne peut pas leur en vouloir de pas faire. Le plaisir. Voilà. Et l'avantage du bar, c'est de pouvoir avoir un retour direct. C'est vous donnez une bière à quelqu'un, il la déguste et vous fait un retour tout de suite. Et donc, d'un seul coup, on va beaucoup plus vite pour apprendre. Et on revient encore à ce laboratoire d'idées. Hein. C'est quand même étonnant. On parle souvent du traitement des datas. Là, c'est en direct et c'est sur du goût vraiment très basique. Ah, c'est très pertinent avec cette capacité à capter de l'information à la source et puis après de l'industrialiser en quelque sorte, hein, de la massifier et puis d'interagir surtout, de pouvoir changer vos assortiments de bières. C'est une belle réussite, bravo. Merci. Comment est-ce qu'on finance une telle évolution en seulement 6 ans? Alors, il y a eu des levées de fonds. Je crois que pour financer l'activité de brasseur, il y a eu un financement particulier. Exact. Alors, il y a plusieurs volets, il y a aussi plusieurs étapes de l'entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, au début, on a commencé, c'était assez facile parce que les gens payaient d'abord et on expédiait après. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, quand ça commence à devenir un volume assez conséquent, il ne faut pas se rater. Donc là, on essaye d'assurer avec des financements business angel ou bancaires. Et sur la brasserie, l'idée, c'était vraiment d'arriver à montrer que, comme pour le houblon, on a fait la même chose. Et le bar, on a fait aussi un peu pareil. C'est d'impliquer les gens dans le choix. Donc pour la brasserie, les gens ont pris des bons. Votre communauté? Voilà, des bons mousse à vie. Et donc, à vie, ils reçoivent 12 bières par an. Donc, on a 2500 personnes qui ont pris ces bons-là sur les 3 dernières années et qui ont permis d'acheter du matériel. Et c'est surtout d'avoir des gens qui sont des clients fidèles, des membres fidèles, même des membres fondateurs, on les appelle, et qui nous font des retours sur les recettes, puisque quand on leur envoie leurs 12 bières par an, ils ont dans leur composition des bières qu'on distribue pour tout le monde et des bières qu'on distribue que pour eux. Bon, c'est important. Alors, vous évoquiez le volume. On est à combien d'expéditions chaque jour ou chaque mois? À l'année, on fait 100 000 expéditions. Donc, non. Et là, à la période de Noël... Pour Noël, c'est l'explosion, là. À Noël, on vend un coffret par minute. Ah oui? Donc, oui. Exceptionnel, Alain. Super. Très, très belle réussite. Bravo. Merci. L'étape suivante... Comme quoi, l'Internet peut être au service de plein de choses. Finalement. De la bière. C'est la création de valeur. L'objectif, c'est quoi le prochain objectif? Développer encore mieux chacun des canaux, chacune des activités. Donc d'autres bars ailleurs, par exemple? Probablement, d'autres bars ailleurs. Ça, c'était un bon test de pouvoir tester localement, probablement dans d'autres géographies. Et puis, sur les activités de distribution, probablement commencer à voir d'autres pays ou encore... Carrément. Peut-être d'autres pays d'Europe plus proches, mais c'est toujours pareil. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a un produit qu'il faut savoir apprécier avec modération, mais qui aussi est apprécié avec modération par les douanes. Et donc, passer la frontière est toujours compliqué. C'est toujours un peu délicat. Et effectivement, vous avez raison de le dire, l'alcool est un produit à consommer avec modération. Jonathan Bonzi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu. Merci Alain Denisot. Merci Christophe. Classe à faire, à voir et à revoir sur télégrenoble.net. Merci à tous de votre fidélité. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et à très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.